Une question de Vincent Touy. Bonjour Monsieur Brousseau, que pensez-vous de la soutenabilité des crypto-monnaies sur le long terme? Alors je pense que sur le long terme, les crypto-monnaies ne sont pas soutenables. Il y en a une donc qui défraie la chronique aujourd'hui, vous savez, c'est le Bitcoin. Je ne sais pas quelle est la prononciation française acceptée. Je vais dire Bitcoin. Et le Bitcoin, il y a des gens qui disent que c'est pas une bulle, et il y a des gens qui disent que c'est une bulle. À mon avis, c'est une bulle. Comment ça marche en effet? Les gens qui achètent le Bitcoin, en tout cas au jour d'aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont l'espoir que ça va monter et que, comme ça monte et qu'ils en ont acheté, ils vont gagner de l'argent. Mais réfléchissons un peu plus. Pourquoi est-ce que ça pourrait monter après que eux l'aient acheté? La réponse est unique. Ça ne peut monter après que eux l'aient acheté que s'il y a d'autres décisions d'achat qui sont successives à sa propre décision d'achat, qui ont lieu après, et qui sont plus nombreuses ou qui concernent un volume plus important que d'éventuelles décisions de vente qui pourraient lui succéder. Donc en réalité, les gens qui aujourd'hui achètent du Bitcoin font le pari que leur décision d'achat va être suivie par d'autres décisions d'achat émanant d'autres gens. Et une fois que c'est formulé comme ça, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible que ça tienne indéfiniment. Vous ne pouvez pas avoir que toute décision d'achat est suivie par une infinité de décisions d'achat comme ça sans limite. Il y a nécessairement quelqu'un qui se fait avoir quelque part dans la chaîne. En effet, la quantité d'argent qui peut être... D'abord, la quantité d'argent qui existe sur toute la planète, elle est pas infinie, elle est finie. Et donc, il y a un moment où ça doit s'arrêter. Mais même, la quantité d'argent qui est disponible pour ce genre de spéculation, elle est encore plus petite que la quantité totale d'argent qui existe, et il y a un moment où elle est épuisée. Donc il est tout à fait impossible que tout le monde ait raison dans cette affaire. C'est-à-dire que si vous avez un acheteur qui fait le pari que ses achats seront suivis par d'autres achats, et que les acheteurs qui valideront son pari font eux-mêmes le pari que leur propre achat sera suivi par d'autres achats, et que les acheteurs qui vont valider le pari de cette deuxième génération d'acheteurs font eux-mêmes le pari, ainsi de suite, et indéfiniment, il est fatal, inévitable, qu'il y en ait quelques-uns qui se trompent. Ils ne peuvent pas avoir tous raison. Et pour cette raison, vous vous trouvez dans quelque chose qui ressemble à un schéma de Ponzi. La ressemblance, c'est que dans un schéma de Ponzi, en fait, ce sont les nouveaux entrants qui apportent les bénéfices aux premiers entrants. Donc vous avez des gens qui rentrent d'abord, puis si le schéma de Ponzi ne s'effondre pas tout de suite, ça veut dire qu'ils ont des bénéfices. Mais d'où viennent ces bénéfices? Ces bénéfices sont produits par les entrées des entrants successifs. Et ainsi de suite. Et ça s'arrête aussi pour la même raison, qui est qu'il n'y a pas un nombre infini de personnes sur Terre qui peuvent entrer dans le schéma de Ponzi. Donc il y en a fatalement qui arrivent en bout de chaîne, et ceux qui se font avoir. Eh bien c'est la même chose pour un produit spéculatif que les gens achètent simplement parce qu'ils pensent que ça va monter. Donc le Bitcoin est un parfait exemple, mais il y en a eu d'autres. Le Bitcoin ressemble à ça, vous l'avez sûrement vu parce que cet exemple est toujours repris, à la crise des tulipes qui est apparue vers 1640, je ne sais pas la date exacte. C'était en Hollande, et donc c'est quelque chose, au début les tulipes, c'était des bulbes de tulipes, ils avaient un certain prix, et puis comme ça pendant très longtemps. Un beau jour, ça s'est mis à monter. Puis ensuite, ça a descendu encore plus vite que c'était monté. Et pour finir, quand la crise a été terminée, ça valait le prix que ça avait avant la crise. Bon, c'est pareil que quelque chose qui est intervenu 80 ans plus tard et qui est moins connu, c'est l'épisode des actions de la compagnie du Mississippi. Ça, c'était sous la Régence, c'était en France et pas en Hollande. Et vous avez le même principe, donc ces actions ont valu un certain prix, qui était modéré, et elles ont tenu un certain temps. Puis un jour, elles se sont mis à gonfler, et après ça s'est effondré, et ça a atterri aussi sur le prix de départ. Entre-temps, cependant, évidemment, beaucoup de gens avaient gagné de l'argent, et beaucoup de gens en avaient perdu. Donc ça a provoqué, dans les deux cas, que ce soit les tulipes hollandaises ou les actions du Mississippi françaises, ça a provoqué un certain nombre de drames, de faillites, de l'agitation sociale. Ça a même mis, s'agissant du deuxième exemple, le régime politique de la France de l'époque en danger. Et donc c'est pas tellement anodin. Alors ce qu'on peut voir quand on compare les dynamiques de ces événements historiques et puis les dynamiques qu'on voit maintenant sur le Bitcoin, c'est que ça se ressemble quand même beaucoup.
aussi bien d'une façon qualitative, c'est-à-dire les explications que j'ai données sur qu'est-ce qui peut justifier que mon achat va être gagnant parce que ça va monter, aussi bien que sur d'un point de vue plus quantitatif, parce que vous aviez déjà des graphiques qui n'étaient pas aussi précis que maintenant, mais qui montrent quelles ont été l'évolution historique de ces choses. Bon, eh bien, il y a des analogies avec ce qu'on peut voir sur le Bitcoin. Mais le fait que ce ne soit pas soutenable devrait normalement tomber sous le sens, parce que, étant donné que ce sont des objets, les crypto-monnaies qui n'ont pas de valeur intrinsèque, on se demande d'où viendrait que tout à coup elles apportent la richesse. Enfin, si elles apportent la richesse, c'est que quelqu'un d'autre la paye. C'est fatalement que quelqu'un d'autre la paye, puisque je veux dire de façon intrinsèque, le Bitcoin n'a pas du tout de valeur. Il en a encore moins que l'or quand l'or a été... On peut dire que l'or a été un Bitcoin qui a réussi, si vous voulez, parce que l'or avait peu de valeur intrinsèque, il en avait toutefois. C'était pas complètement zéro parce qu'il pouvait servir à des usages divers tels que faire des statues, de la bijouterie, des choses comme ça. C'est pas complètement dépourvu de valeur intrinsèque alors que le Bitcoin l'est tout à fait. Mais enfin, il faut quand même penser que l'or s'est imposé comme étalon monétaire sur peut-être une dizaine de générations, enfin 3 siècles. C'est donc pas un processus complètement instantané. Alors, imaginez que maintenant, en l'écart de quelques semaines, tout à coup, le Bitcoin aurait accédé au statut d'étalon monétaire, c'est quand même beaucoup demandé. Et c'est pas très plausible. Donc ma réponse serait que sur le long terme, les crypto-monnaies ne sont pas soutenables en tant que stockage de valeur. Mais je crois qu'il y avait 2 éléments dans la question, non ? Pensez-vous que pensez-vous de la stabilité des crypto-monnaies? Ah bah voilà, je pense qu'elles sont pas stables. Donc voilà.